Le rôle de chaque espèce sur Terre est bien défini. Par exemple, l'abeille fait le miel, les étoiles de mer purifient l'eau des océans et les moustiques ont pour seul objectif de nous pourrir la vie. Le chien chasse le chat chasse la souris se fait déchiqueter par le chercheur et le chercheur recherche les sciences. Car c'est dans ça qu'il est le meilleur. Notre cerveau en est la preuve. Il possède autant de neurones qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Dépliez votre connectum et vous pourrez faire 4 fois le tour de la planète. Ainsi, le rôle de l'homme sur cette terre est de pratiquer les sciences. Alors pourquoi devrions-nous nous limiter à 1, 2, 3 ou 10 sciences quand on peut faire plus d'une centaine? Et comme le dit notre société de consommation actuelle, pourquoi choisir alors lorsqu'on peut tout avoir? Bien sûr, vous ne pourriez ni apprendre ni pratiquer toutes les sciences, mais si aujourd'hui je décidais de limiter l'humanité à un nombre fini de sciences, alors lesquelles devrions-nous choisir? La médecine, les mathématiques ou la gastronomie? Sur quels critères évaluer la prédominance d'une science par rapport à une autre, étant donné qu'elles sont toutes différentes et se complètent? Les sciences pures sont indivisibles entre elles. Vous ne pourrez pas faire de mathématiques sans la physique, car l'un est le corps et l'autre l'esprit. La science a révolutionné notre monde et l'a rendu meilleur, car étymologiquement, le mot science vient du latin scienta, qui signifie connaissance, et lui-même du verbe sciere, qui signifie savoir. Mais ça, vous le savez déjà. Par conséquent, la science, et donc la connaissance, s'oppose à l'ignorance. Donnez la science à un esclave et il deviendra roi. Donnez la science à un peuple et il s'émancipera. Elle est un ascenseur entre la noirceur de l'inconnu et la lumière du savoir. La science nous facilite la vie chaque jour et l'une des rares choses qu'on ne pourra jamais regretter d'avoir fait, c'est bien d'apprendre quelque chose. Toute science est bonne à faire car elle s'appuie sur une démarche scientifique qui a permis à Galilée de pouvoir affirmer lors de son procès que la Terre tourne autour du Soleil lorsque les hommes de son temps pensaient l'inverse. Quelques années plus tôt, Giordano Bruno fut brûlé sur place publique car il avait les mêmes idées que Galilée. On considérait sa science comme hérétique. Pas bonne à faire car elle ne correspondait pas au dogme. Alors, qui doit-on tenir responsable de ce crime? Giordano lui-même aurait dû-il renoncer à ses propos comme Galilée? Ou alors la science, devrions-nous la tenir responsable de ce crime? Vous n'êtes pas sans savoir que la science est une arme et qu'ainsi il faut en faire bon usage. Pour conclure, je dirais que la science doit être libre de toute valeur personnelle, économique, politique ou religieuse. Et comme le disait Louis Pasteur, la science n'a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité, le flambeau qui éclaire ce monde. Merci. Bonsoir. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours été acquise à l'idée d'une science porteuse des germes d'une meilleure civilisation. Pourtant, et c'est ce que je vous démontrerai ce soir, cette banalisation outrancière reviendrait exclure une part d'ombre non négligeable qui fonde l'intérêt du débat « Toute science est-elle bonne à faire ?» Jury, mesdames et messieurs, il n'y a pas que des finalités positives à la science. Ce serait trop beau, trop facile. La science au sens propre désigne la connaissance, le savoir. Mais lorsqu'elle s'inscrit dans un contexte sociopolitique, cette dernière est pervertie. Sous l'emprise des puissants et de leurs projets, qui vont souvent à l'encontre de l'éthique, la science est prisonnière d'une réalité matérielle, puisque c'est eux qui la financent et qui l'orientent. Au fil des années, nous avons dû affronter de nombreux défis qui ont révélé une prééminence du politique sur l'homme.
Et si je puis dire, l'introduction de nouvelles technologies ne fera qu'accroître ce déséquilibre entre ceux qui ont accès à ces dernières et le reste. Grâce à l'essor de ces sciences nouvelles, l'État s'approprie la possibilité de retracer tous nos mouvements par la surveillance de masse. Cela soulève des questions éthiques, notamment dans le cadre de l'utilisation de données privées. Parallèlement, a lieu la création de robots militaires ou encore de drones d'attaque autonomes qui ne bénéficient directement qu'au gouvernement. Pourtant, la science est propriété de tous et devrait donc être utilisée en faveur du bien commun. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des millions de dollars sont investis dans le développement de ces machines, ignorant les besoins plus urgents de la population, comme par exemple le développement de médicaments pour maladies orphelines. Une science illimitée équivaut donc à un pouvoir illimité pour ceux qui la contrôlent. Et tout extrême n'étant jamais bon, la non-limitation de la science ouvrirait la voie aux pires dérives. En particulier, les dérives affectant la nature humaine. L'homme, dans sa tentative d'arrachement à sa condition limitée, est trop souvent tenté d'oublier que cette même condition définit son identité. L'homme se prend pour Dieu. Il pense pouvoir défier la mort, l'évolution, défier tout ce qui fait de lui ce qu'il est. Mais réellement, il se perd. À présent, nous avons la capacité d'intervenir sur le génome humain, la possibilité de choisir le sexe, certains aspects physiques et peut-être un jour intellectuels de l'embryon. Cela soulève des problèmes éthiques. Il faut en effet veiller à ne pas aggraver les inégalités sociales au sein de l'humanité, ainsi qu'à limiter les altérations de la biodiversité, tout en maintenant ses capacités évolutives. D'après la Silicon Valley, nous serons dans les décennies qui suivent en mesure de tuer la mort. Mais qu'est-ce que le vivant si on lui retire la mort? Avons-nous donc oublié que notre génome est le travail de 3,5 milliards d'années d'adaptation et de sélection et que la mort y a largement participé? Les effets de cette vision transhumaniste qui pousse l'homme à la démesure pourraient s'avérer beaucoup plus dramatiques que ce que nous envisageons. Albert Camus nous avait pourtant bien mis en garde avec ces quelques mots. La seule règle qui soit originale aujourd'hui, apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme, refuser d'être Dieu. Et nous devrions l'écouter. Alors si vous me demandez si toute science est bonne à faire, je vous réponds non. Parce qu'effectivement, elle peut être mise au service de projets qui n'ont en aucun cas pour but de progresser. Cette hubris qui aveugle l'homme finit par l'écarter de sa nature et parallèlement écarte la science de son essence même, le savoir. L'élargissement du champ du possible nous amène à un constat. À force de se demander si l'on peut ou non, on finit par oublier de se demander si l'on doit. Et pour répondre à cela, un encadrement par des lois bioéthiques est indispensable. Comme beaucoup d'entre vous, je pensais que la science était espoir d'amélioration des conditions de la race humaine. Peut-être qu'à présent, comme moi, vous avez réalisé que ce n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup. Lorsque j'étais assis en cours de mécanique des fluides au premier rang de cet amphi, et mes camarades ici présents vous diront que c'est faux, que j'étais plutôt assis au fond de cet amphi, et que notre professeur nous demandait de calculer le rotationnel d'un fluide non turbulent. C'est un calcul qui prend à peu près 3 tableaux. Et il vous sera utile si vous souhaitez calculer les turbulences qui sortent d'un avion ou savoir pourquoi la tempête Aurore a dévasté la France la semaine dernière. L'utilité des sciences n'est plus quelque chose à prouver car vous êtes étudiant et étudiante et que vous avez décidé de placer la connaissance au centre de votre vie, qu'elle soit littéraire, scientifique ou économique. C'est d'ailleurs le cas de mon opposante qui étudie la matière vivante et moi-même qui étudie la matière du non-vivant. Pourtant, dans ces deux matières, aucune n'est meilleure que l'autre. Et la Seconde Guerre mondiale nous le prouve très rapidement. Armes biologiques et manipulation génétique pour l'un, et chars blindés ou armes à feu pour l'autre. Chaque science mal utilisée est dangereuse. Mais lorsque ces deux sciences s'unissent et qu'elles collaborent, elles permettent des inventions brillantes, telles que les prothèses, qui permettent à des personnes
sans jambes ou sans bras, de pouvoir avoir une vie normale, courir et marcher. Une guerre des sciences n'a pas raison d'être, car elles sont plus efficaces lorsqu'elles collaborent. Alors arrêtons de nous faire la guerre des mots qui utilisent notre science. Alors, je n'ai pas préparé de réponse, donc je vais répondre directement à ce que vous avez dit. Je suis totalement d'accord avec l'idée que la science, c'est le savoir et qu'on ne devrait pas limiter donc, la connaissance, donc le fait de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Ce que je dis dans mon texte, c'est qu'on devrait limiter ses utilisations, puisqu'on ne peut pas dissocier la science et le savoir dont vous avez parlé. Et certes, ces dernières ont de nombreux effets positifs, et évidemment que je ne suis pas contre la science, je suis moi-même une future scientifique, je l'espère. Je suis contre l'utilisation négative de la science qui est dans la plupart des cas due à une recherche de pouvoir, donc par les personnes qui ont les moyens de financer ces sciences. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que certes, il y a le côté positif à la science, le côté du progrès, mais si ce progrès n'est pas encadré, il peut très rapidement dégénérer et il peut avoir lieu des dérives donc qui vont dévier la science de ce qu'elle était censée faire tout d'abord, donc éduquer le peuple, donner des réponses, et elle va être utilisée donc en faveur des personnes qui vont la financer, donc pour le pouvoir. Voilà. Merci.